Je pense que c'est important de le dire parce que c'est assez rare en psychologie qu'il y ait des choses comme ça. Mais là, on a vraiment un pattern qui apporte plus de bien-être et plus de joie dans la vie. C'est-à-dire Ouais, que le fait d'être sécure, ça a vraiment une différence qualitative et quantitative en termes de bonheur par rapport aux autres patterns d'attachement. C'était pour ça que j'utilisais le mot pathologique, c'est que c'est assez rare en psychologie, mais là, il y a vraiment quelque chose qui est bien mieux et plus souhaitable de manière générale aux gens, quoi. presque par défaut, on a choisi, on parle d'abord de les, entre guillemets, non pathologiques, donc de l'attachement sécure. Donc effectivement, l'attachement sécure est un facteur même de protection pour le développement des psychopathologies autres. Euh, il y a une étude qui avait fait mon mentor, Dan Brown, un de mes mentors, c'est un professeur de Harvard qui est mort en 2018, avec qui j'ai étudié aux États-Unis. Et lui, entre autres chapeaux qu'il portait, il portait les chapeaux d'être expert witness, c'est les psychologues qui sont appelés par la cour aux États-Unis pour se prononcer sur tel ou tel cas. Et dans le cas, lui, il s'occupait beaucoup des, on va dire, les viols de l'Église, donc les abus de l'Église, ou liés à l'Église. Et donc, un cas particulièrement qui l'a particulièrement intéressé, c'était un cas d'une école où il y avait, voilà, c'était un, je pense qu'on appelle ça foster home, quelque chose comme ça, c'est une maison où on laisse les enfants qui sont abandonnés. Donc apparemment, il y avait un ou deux, je me souviens plus, mais un ou deux personnes qui s'occupaient de ces enfants qui malheureusement les a touchés, etc., etc. Donc 20 ans plus tard, enfin quelques années plus tard, ces enfants se réunissent et portent plainte tous ensemble. Et Brown apparaît là pour donner son opinion sur le cas. Et ce qui l'a intéressé, il écrit ça sur son livre, un de ses livres, c'est que il y avait entre guillemets deux subgroupes. J'ai fini bientôt. Deux subgroupes. Un qui était des enfants abandonnés, grosso modo, qui n'ont jamais connu l'attachement sécure parce qu'ils ont été abandonnés très tôt. Et deuxièmement, il y avait un groupe qui était des enfants qui, à l'époque, à Boston, il y avait des familles très nombreuses et pauvres, et donc qui ne pouvaient pas garder les enfants, mais qui quand même les gardaient un certain temps, et après les donnaient en adoption. Et ces enfants-là, ils avaient connu l'attachement, et d'ailleurs, les parents venaient les voir de temps en temps. Donc, tout c'était pour dire que voilà, on a identifié comme les symptômes développés. euh, C'était très intéressant pour lui comme expérience parce que tu avais un groupe de gens qui avaient tous vécu la même chose, perpétrée par la même personne, dans les mêmes contextes, et dont la seule différence était s'il y avait un attachement plus ou moins sécure ou pas. Et pour les cas des gens qui étaient, évidemment, même les gens qui avaient un attachement sécure, ils avaient développé plein de symptômes parce que c'est pas, vous savez, te faire attaquer dans l'enfance, ce n'est pas rigolo. Mais les symptômes étaient beaucoup plus petits. C'était des symptômes, on va se dire, moindres, une dépression plus ou moins forte, mais qui pouvait travailler, etc. Et les autres avaient développé des symptomatologies beaucoup plus graves, avec plusieurs problèmes, troubles psychologiques diagnostiqués, etc. Et donc, c'était encore une autre preuve, mais il y a plein, hein. Dès que l'attachement secure est c'est comme un firewall de protection, c'est un facteur de protection contre le développement des psychopathologies. Ça serait que ça serait déjà intéressant de l'avoir. Bah, forcément. Même si on parle pas des relations, on va évidemment parler parce que c'est le plus important, mais ça resterait qu'un truc, tu sais, je m'occupe de moi, je vais quand même ne pas être résilient et ne pas développer des psychopathologies quand il y a des problèmes de la vie qui arrivent. Bon, ça serait déjà une bonne raison pour se dire: «Allez, je vais développer un peu la sécurité de l'attachement, ça va m'aider». Mais évidemment, ça s'arrête pas là. Il y a une quand on pense à la théorie de l'attachement, je pense que c'est très aidant de faire, toute analogie a ses limites. Mais en même temps, elle peut nous aider à penser les choses. Et donc, par exemple, l'idée d'un bâtiment et comment une enfant s'est construite et comment les différents étages sont posés. Donc, l'attachement, sincèrement, c'est une des premières choses. C'est pas la première, évidemment. Je me souviens quand ma fille était née, les premiers mois, il y avait, moi, je suis tellement obsédé avec l'histoire de l'attachement, j'ai vu qu'il y avait des choses avant que ça. Donc, par exemple, la régulation de la température physique. Voilà. Elle a froid et donc, tu savais pas ça, mais les enfants, parfois, au début, ils n'arrivent pas trop à maîtriser la température corporelle. Bon, bref. Et après, ça arrive et ça marche. Bon, il y a des choses avant. Mais disons que c'est une des premières choses. Voilà. Et quelle est la conséquence de ça? Eh bien, que tout ce qui vient après va se construire sur ça. Et donc, c'est-à-dire que ces trucs vont avoir d'influence sur d'autres choses qui se passent après dans le développement, qui n'ont pas l'attachement. Donc, on peut pas dire, par exemple, on peut pas dire que l'attachement.
bah, une personne d'attachement sécure va être plus intelligente qu'une per et ça, c'est pas vrai. Par contre, on peut dire qu'une personne qui a un attachement sécure a une capacité de maîtriser sa détresse de façon telle à pouvoir exploiter toute son intelligence. Et une personne qui n'a pas ça, peut être brillant et au moment de l'examen, devenir complètement, tu sais, parce qu'il y a pas d'estime de soi, parce qu'il sait pas réguler l'émotion qui viennent et cetera, donc une petite émotion devient très grand et finalement il utilise un quart de son potentiel. Donc ça peut, à des fins pratiques, peut être même plus intelligent. Pas si, je suppose que c'est compris, on s'est compris. Donc, Oui. donc une personne qui, en tout cas, si on revient pour pas perdre le fil, et j'insiste sur ma présentation au début du podcast quand j'ai fait les choix de dire je parle aujourd'hui avec mon chapeau clinicien et pas trop chercheur, parce que je vais te filtrer un peu de ce qu'on peut dire dans un livre, c'est que j'ai trouvé dans la pratique. J'ai traité, l'autre fois j'ai fait les comptes parce que bon, dans un écrit que j'avais fait, j'ai mis plus ou moins la quantité de patients que j'avais traités, donc c'est plus des 1000, donc c'est beaucoup de personnes. Et donc, c'est vrai que comme si, ça il faut le dire aussi, on a un peu de biais parce qu'on ne voit pas toute la journée des gens sécures, parce que c'est pas ces gens-là qui viennent Oui. consulter, voilà. Mais quand même, parce qu'il y a des gens qui viennent consulter pour autre chose. D'ailleurs, des gens qui viennent consulter pour des problèmes entre guillemets, heu, moins graves, par exemple, un changement de professionnel où ils ne sont pas sûrs s'ils veulent, tu sais, s'ils viennent de continuer dans son entreprise ou changer et cetera et par hasard, ils ont un système d'attachement super sécure, donc tu peux voir, dans les traitements de cette problématique les ressources que cette personne peut amener de ces faits, hein, le fait de compter avec cette capacité de régulation, et cetera. Mais je reviens à mon bâtiment. Les choses qui se développent justement après l'attachement, ou à travers les relations d'attachement, une, très importante, c'est l'estime de soi. Je vais y revenir dans 12 secondes. L'autre, c'est la régulation émotionnelle. Et ces deux éléments, l'estime de soi, la régulation émotionnelle, sont presque constants dans toutes les problématiques psychologiques que tu vas rencontrer. C'est-à-dire que, ou si tu veux renverser ce que je viens de dire, une bonne estime de soi, une haute capacité de régulation émotionnelle sont encore une fois des facteurs de protection contre la plupart des psychopathologies. Gna, 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 gna. Et même, imaginons qu'on s'en fout de la psychologie, donc on ne parle pas des psychopathologies. Pour les gens qui nous écoutent, qui s'en foutent de tout ça, la, dans la vie quotidienne, n'importe quel genre d'épreuve, se faire virer, renvoyer de son emploi, se faire quitter par quelqu'un, toutes des choses qu'on va tous vivre plus ou moins, avoir une haute estime de soi, avoir la capacité de se réguler émotionnellement, ça ne veut pas dire ne pas avoir des émotions négatives, on est clair. Ça veut dire simplement, une fois qu'elles sont vécues, avoir la capacité déjà de les identifier, de les sentir, de les traiter et de pouvoir petit à petit les apaiser. Voilà. Et cette capacité-là, si c'est accru, ça donne littéralement un avantage. Parce que vous arrivez plus rapidement à votre baseline dans lequel vous allez pouvoir à nouveau penser clairement, etc. Donc, pourquoi je parle de régulation émotionnelle et pourquoi je parle de l'estime de soi? Eh bien, parce que l'estime de soi, elle se développe avec les figures d'attachement. C'est comme si, peut-être, tu as quel âge, toi? 22 ans là. Donc tu es clairement jeune pour, l'analogie que j'allais faire, mais à l'époque, quand j'avais parce que j'ai commencé avec les jeunes, comment dire ça? Je suis fanatique des ordinateurs et à l'époque, il y avait pas encore de quand j'avais 7, 8 ans et cetera, on utilisait des modems. Les modems, c'était une manière de communiquer quand il y avait pas les Wi-Fi, où il y avait les modems d'un ordinateur appelaient les modems de l'autre ordinateur et pour se mettre d'accord, wiou, wiou, ils faisaient des bruits jusqu'à communiquer. Bon. Disons que la relation d'attachement entre l'enfant et les gardiens, on va les représenter par ce protocole qui s'est créé entre ces deux ordinateurs, voilà, et s'est mis à communiquer. Et travers ces liens, s'il est bon, il va s'installer ces deux caractéristiques ou ces deux lignes de développement qu'on vient d'ouvrir, la régulation émotionnelle et l'estime de soi. Comment? Eh bien, exemple simple. Quand un parent qui n'est pas justement, qui n'a pas des grosses problématiques psychologiques, qui est bien, regarde son enfant, il sent naturellement et spontanément un bonheur de que cet être existe et cet enfant le perçoit. Et ils se disent, quand ça arrive à répétition, rappelle, la répétition c'est la clé, et ils se disent, il va y avoir quelque chose de bon, moi, si je vais rendre heureux ces gens, quoi. C'est comme si, donc là, on parle d'une estime de soi qui n'est même pas liée à ce qu'on fait, mais liée à ce qu'on est. Et c'est ce type d'estime de soi qui, bien en quelque sorte,
Tu sais, la vie, on sait que il y a des hauts et des bas. Ça, on le sait tous. Avant 2 ans, tu les sais déjà, je pense. Mmh. Mais, mais ces hauts et ces bas, il y a une espèce de buffer qui viennent en quelque sorte centraliser, si tu veux, ce signal, ou la rendre un peu moins fort, réduire un peu l'amplitude, quoi, qui est justement cette estime de soi qui est pas liée à ce qui se passe. Donc, c'est-à-dire, tu te lèves le matin et les jours d'avant, tu as eu une augmentation. Tu te lèves le matin et les jours d'avant, tu t'es renvoyé. Dans les deux cas, il y a une sensation physique, viscérale, dès qu'il y a quelque chose de bon en toi. Voilà. D'où vient ça? Ça vient en grande partie, disait mon mentor, mais il y a aussi de la recherche là-dessus, de ces expériences d'être avec des parents qui viennent représenter le monde entier, je rappelle, parce que à, cette, à ton âge, à mon âge, si je compose une chanson, je les montre à ma mère, et ma mère me dit, c'est de la caca ta chanson. J'ai la liberté en tant qu'adulte de la poster sur Instagram, et peut-être s'il y a 1000 personnes qui me disent que c'est génial, ça va contredire ce que me dit ma maman, et elle va les neutraliser. Mais quand tu as l'âge qu'on parlait avant, quand tu es tout petit, tu n'as pas ça. Tes parents représentent le monde entier. S'ils te voient comme si tu es une chose qui ça vaut pas la peine, bon, le monde entier n'a pas envie que tu existes. C'est ça que tu retiennes. Et c'est ces sensations physiques, parce que sinon je me contredis, c'est pas les souvenirs de ça, on va pas se souvenir. Mais par contre, on va se souvenir des sensations. Oui, c'est vraiment un souvenir incorporé, c'est quelque chose qui va Voilà. nous tenir au corps, c'est quelque chose qui va rester peu importe les conditions puisqu'on l'aura vraiment, encore une fois, dans la mémoire procédurale, dans le fond et qui restera peu importe les situations. Bah, il suffit de parler, dans ma pratique quand j'étais en hôpital, psychiatrique, bah, c'était un centre de psychothérapie, mais qui était en communication avec un hôpital psychiatrique, donc on avait des personnes qui étaient internées dans l'hôpital psychiatrique aussi. Quand tu parles avec quelqu'un qui est avec une dépression très, très forte, la première chose en général qu'ils vont te dire, c'est: «Je me lève le matin et je ne sais pas pourquoi je suis ici. Quelle est la raison que je continue à vivre? Il n'y a pas d'essence que je suis ici. Si j'ai mort demain, personne s'en fout». Et c'est exactement l'inverse de ce que je viens de te dire. C'est la sensation de se lever le matin, même si c'est un mauvais jour, ou la suite d'un mauvais jour, je veux dire, et tu n'as rien fait encore de sympa. Mais la première chose qui vient, c'est une sensation sympa d'être vivant. Si tu as ça, c'est beaucoup plus facile la vie. Et ça, on Totalement. peut, bon, là j'ai parlé un peu à les parents qui nous écoutent, mais on peut les faire ces cadeaux, les enfants, assez tôt. Et même, c'est un très bon investissement. Parce qu'après, tu épargnes en psychologue. Voilà, parce que c'est vrai, c'est un facteur de protection. Et la régulation émotionnelle, c'est un peu différente, mais c'est aussi un peu similaire dans le sens que c'est dans cette relation-là que, par exemple, on peut imaginer qu'un enfant, quand il est tout petit, c'est plus les on parle même pas des émotions à cet stade-là, c'est des sensations physiques, généralement assez extrêmes et en façon de pendulum. Donc il y a un moment où tu vois l'enfant, peut-être qu'on lui vient de prendre les seins ou quoi, qui a une sourire comme ça, un truc qui est presque métaphysique, il paraît qu'il est dans un espèce de, pas moi, des paradis d'enfant et après, peut-être 5 minutes plus tard, et c'est comme si, voilà, c'est la guerre, quoi. Et aussi l'entre ça, quoi. Et petit à petit, il arrive un peu à découvrir les grilles, les choses qui sont au milieu. Et dans cette espèce de feedback loop avec là où les figures d'attachement, les personnes qui sont prêtes, euh, par l'action des, justement, qu'on dit, ah, là, tu es triste aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive? Ou tu es très content, là, etc. Il commence à petit différencier ces différents états, les identifier dans son corps et même identifier un peu les clusters des sensations que nous, les adultes, on appelle des émotions. Voilà. Et ça, c'est une partie de l'affaire. L'autre partie, c'est la régulation de cette émotion. La régulation émotionnelle, si tu regardes un petit peu la littérature sur ça, inclut l'identification, inclut le fait de pouvoir, effectivement, de ne pas avoir le cognitive disconnection, de les sentir et de rester avec, mais aussi la capacité de moduler, c'est-à-dire d'avoir une certaine maîtrise, pas absolue, ça n'existe pas, mais un peu. C'est-à-dire que, par exemple, si tu ressens un super truc et ce n'est pas le moment, que tu puisses gérer un peu, baisser un peu les volumes. Comment on apprend ça? Qui nous apprend ça? Eh bien, c'est les fameuses apaisements. L'enfant crie, machin, tu les prends dans les bras, tu les fais sentir en sécurité et tu utilises un peu tes capacités de régulation émotionnelle pour que cet enfant apprenne à se réguler. C'est un peu d'apprentissage par l'exemple, en fait. C'est toi, tu es en train d'essayer de te maîtriser en même temps, et donc lui, il est en train d'absorber ça. Et par la répétition, il apprend à le faire.
Mais tout ce que vient de décrire dans les dernières 15 minutes, que ce soit l'apprentissage de l'estime de soi profonde, que ce soit l'apprentissage à réguler ses émotions, c'est la base de tout ça, le préalable, c'est qu'il y a cette relation, que ces deux modems ont connecté. Si on part de la base de que les parents sont même pas disponibles pour l'attachement, oublie tout ça que je viens de dire. Et donc, ces enfants-là vont devoir développer l'estime de soi comme ils peuvent un peu plus tard, souvent compensée par l'estime de soi liée à l'action, qui est importante. Hein. C'est important aussi d'être, par exemple, fier de soi quand on a fait bien une chose, et peut-être un peu moins quand on vient de faire une connerie. Mais si c'est la seule estime de soi qu'on a, malheureusement, le problème, c'est que ça a bougé comme ça, et autant que la vie, parce qu'on ne peut pas réussir tout le temps. Et donc, ça fait vouloir réussir tout le temps, parce qu'on peut pas, on sait que si quand on tombe, ça va tomber, ça va faire vraiment mal, parce qu'il n'y a pas cette autre estime qui est tout le temps là, tu vois. Et pareil pour la régulation émotionnelle, on va essayer de ne pas sentir, parce qu'on sait que si on sent, on ne sait pas quoi faire avec. Donc, euh, autant des choses que, si on revient à c'est ça qu'on a cliqué. On a cliqué sur les dossiers, qu'est-ce que c'est insécure? La personne sécure a eu la chance, parce que là, pour le coup, on peut parler d'une chance, parce que c'est pas une chose qu'on a fait, hein, c'est une chose qui nous est arrivée. Donc, donc la chance d'avoir ces feedbacks, que ce soit cette connexion entre les modems, que j'ai ces connexions d'attachement profondes avec ses parents qui sont disponibles la plupart des temps. Puis, sur ça, donc dans ces étages suivantes, ces modules, hein, des régulations émotionnelles, dans des capacités de digérer, moduler, euh, apaiser profondément, viscéralement les sensations les plus difficiles que nous, les êtres humains, on est capable de sentir. Puis, cette sensation physique, même quand on se réveille le matin, avant qu'on se met à penser, dès qu'il y a bonne raison d'être ici. C'est bien que je sois ici. Le monde a envie que je sois ici. Voilà, ça, malheureusement, il peut voilà, être. Mais chez les personnes sécures, ils ont ça.